Paul Renaud, bonjour. Vous êtes un artiste français qui travaille pour Marvel et qui habite à Toulouse. Comment on fait pour bosser pour un éditeur américain quand on réside à Toulouse? Mais on utilise Internet beaucoup, les serveurs FTP, Skype, énormément. Au quotidien, donc, c'est des tonnes de mails, des heures de Skype, du scan, des retours. Oui, parce que étant donné que on travaille en flux tendu pour les Américains, c'est toujours très rapide avec les rythmes mensuels de publication. C'est très inhabituel que je reçoive pas au moins 2-3 mails par jour des éditeurs. Donc on discute de tout, il faut valider les étapes intermédiaires, les choses comme ça, quoi. Donc tu travailles avec des gens que tu vois pas, avec qui finalement il y a peu d'échanges. Qu'est-ce qu'il y a comme information sur un script de comics? Qu'est-ce qu'on te donne comme indication? Alors il y a deux types de collaboration. Soit on est prévu comme dessinateur, c'est-à-dire que le scénariste écrit avec le dessinateur en tête. Auquel cas c'est assez personnel. Il y a des indications qui sont à la fois précises mais qui laissent une liberté d'interprétation. Mais parfois il arrive que le scénariste écrive tellement en avance qu'il sache pas qui est le dessinateur. Et alors à ce moment-là tout est verrouillé, tout est très bouclé. Les descriptions sont très précises. On décrit non seulement les émotions mais aussi la géographie des lieux, enfin ce genre de choses, quoi. Mais bon, moi ça fait quand même un petit peu de temps que je travaille avec le même éditeur, donc qui lui choisit les scénaristes. Donc du coup maintenant je travaille avec des scénaristes qui savent que je suis sur la série et en général c'est plutôt eux qui me demandent, et donc voilà. Mais bon, alors que dans les années 80 les scénarios Marvel étaient plutôt des synopsis, aujourd'hui on est vraiment dans ce qu'on appelle le full script, donc scénario détaillé. Comment est-ce que tu arrives sur une série? Est-ce que, puisque tu as un nom qui compte maintenant, est-ce que tu as le choix dans les séries sur lesquelles tu veux travailler, ou est-ce que tu es placé là ou là? Alors ça fonctionne un peu par écurie, surtout chez Marvel. Alors j'imagine que chez DC aussi, mais je connais moins parce que je travaille moins chez eux. C'est-à-dire que en général, quand on travaille avec un éditeur, donc qui est responsable d'un certain nombre de séries, il a tendance à garder les mêmes personnes. Il aime collaborer avec les mêmes personnes. Donc moi, il se trouve que je travaille surtout avec Tom Brevoort, qui est le numéro 2, c'est-à-dire qu'il s'occupe de toutes les séries liées aux Vengeurs, et donc Captain America, il s'occupe de tous les gros crossovers, Civil Wars, Secret Wars et toutes ces choses-là. Et donc, dans la mesure où je travaille avec lui, il y a un peu de flexibilité. Je peux lui demander, oui, je peux lui demander une série ou une autre. Ça veut pas dire qu'il va la donner tout de suite, mais je sais que quand il y aura une ouverture, voilà, quoi. Et la plupart du temps, c'est quand même lui qui fait appel à moi. C'est-à-dire que j'ai pas le temps de lui demander quelque chose. J'ai pas encore fini le projet précédent qu'il me soumet une idée sur autre chose, quoi. Est-ce que tu as de l'influence sur les séries sur lesquelles tu travailles, ou alors tu dois respecter le script? Est-ce que tu pourrais bosser sur une série qui part dans une direction qui te convient pas du tout? Oui, ça m'est arrivé, oui. De l'influence, pas réellement. Enfin, de l'influence en termes de mise en scène, oui. Alors ça, oui. Il peut se passer des changements ou des moments où je trouve que le propos n'est pas assez clair. J'ai un exemple, par exemple sur Secret Wars. J'avais dessiné le prologue et c'était la première confrontation entre l'univers classique Marvel et l'univers Ultimate. Et le scénariste avait décrit une scène qui ne laissait pas du tout comprendre que c'était ça qui se passait. Avec des héliporteurs du Shield qui envahissaient le ciel de Manhattan. Le problème que ça me posait, c'est que il faut être vraiment un expert pour savoir que c'est le type de modèle d'héliporteur du Shield de l'univers Ultimate, pour savoir qu'il se passe ça quand même. Donc voilà, à ce moment-là, on peut faire des suggestions. Je leur ai dit, on n'a qu'à mettre le Iron Man classique version Brian Hitch de Ultimate en premier plan, comme ça tout le monde comprendra qu'il se passe ça. C'est ce genre d'influence-là, mais ça va pas influencer le cours de l'événement. Tu peux donc dessiner une série avec laquelle tu es fondamentalement pas d'accord? Alors fondamentalement, ça dépend quand même. Je vais pas dessiner non plus des idéologies nauséabondes, des choses comme ça. Après, il m'est arrivé, oui, de dessiner des choses où je trouvais que c'était un peu idiot, ou ça m'arrive, ouais. Puisqu'on parlait de choses un peu idiotes et d'idéologie nauséabonde, est-ce que tu as un point de vue sur le buzz du moment, le fameux à l'Hydra de notre célèbre Steve Rogers? Oui, d'autant plus que je travaille sur les séries Captain America, donc avec Nick Spencer, qui a été menacé de mort suite à ce retournement. Oui, bien sûr, j'ai une opinion là-dessus. Je fais entièrement confiance à Nick Spencer pour savoir qu'il va pas faire de bêtises là-dessus. Il est Marvel. Les gens sont. La réaction m'a étonné parce que les gens sont d'une naïveté incroyable, comme si Marvel allait détruire un des personnages qui leur rapporte des millions de dollars.
juste sur un coup de tête. Donc tout ça est bien évidemment calculé. C'est une histoire qui va servir à grandir le personnage plus qu'à l'endommager. Je pense que c'est le terreau pour une bonne histoire. À mon avis, il va s'y passer des choses intéressantes. On va découvrir certainement des choses sur la personnalité et l'héroïsme du personnage principal. Et puis encore une fois, voilà, j'ai confiance en Nick Spencer. C'est pas un idiot. Par contre, c'est vrai que autant je pense que Marvel s'attendait à ce que ça fasse un peu de buzz, autant pas du tout à ce point quand même. Hein. Ils pensaient pas se faire traiter de néo-nazis et d'antisémites et de choses comme ça. Ça a surpris tout le monde. Est-ce qu'on peut rappeler le concept de la narration à l'américaine? Il y a un cliffhanger à la fin d'un épisode qui est fait pour que tu aies envie de lire celui d'après. Finalement, on est juste là-dedans. Oui. Alors, je pense que ça va être un peu plus loin parce qu'il va réellement y avoir du changement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Reste à savoir combien de temps on va mettre pour découvrir de quoi il s'agit réellement. Est-ce qu'il fait vraiment partie d'Hydra? Qu'est-ce que l'Hydra? Ce genre de choses. Combien de temps ça va durer, ce nouveau statu quo? Comment les personnages de l'univers Marvel vont réagir? Tout ça, c'est intéressant. Mais en effet, comme tu dis, on a déjà vu ça. Enfin, les vieux lecteurs connaissent ce procédé depuis longtemps. Je pense que ça a surtout heurté les très jeunes qui regardent les films essentiellement. Tu es un artiste français, donc tu connais aussi la BD européenne et tu travailles dans le comics. Comment est-ce qu'on aborde? Est-ce qu'il y a une différence dans la façon dont on construit une page de BD européenne et une page de comics? Oui, alors la différence fondamentale, évidemment, c'est le format. Le format est plus petit dans les comics. Et naturellement, ça induit que le dessinateur de comics va tendance à avoir tendance à cadrer plus près des personnages, plus près des scènes. Ça a un tout petit peu changé ces dernières années grâce à des dessinateurs comme Brian Hitch qui avaient des influences plus diverses, notamment le manga avec Akira, qui lui a éloigné un peu sa caméra des plans et pour montrer un peu plus de contexte, de décors, de grands décors, de choses comme ça, pour montrer un peu l'échelle des grandeurs entre les personnages et ce qui se passait et les décors. Mais habituellement, c'est quand même des scènes plus proches, alors que le franco-belge va être un tout petit peu plus lyrique et éloigner sa caméra et montrer des décors, montrer des scènes vues d'un peu plus loin, ce genre de choses. Des répétitions de plans aussi qui sont très fréquentes dans le franco-belge, alors que dans le comics, pour des raisons de dynamisme, on va avoir tendance à varier énormément les plans, énormément les angles. Tout ça pour vraiment, enfin c'est l'école Jack Kirby, c'est in your face, c'est vraiment tout dans la tronche. Est-ce qu'il y a une nouvelle garde d'auteurs français en ce moment aux États-Unis avec Philippe Brionès, toi, Olivier Coipel, Pierre Collinet, Elsa Chartier, Bengal? Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou il se passe quelque chose avec les auteurs français? Oui, il y a Stéphane Yantz aussi, Gérald Parel, c'est-à-dire et Roland Boschi, qui bosse pas mal. Ça vient certainement du fait que Marvel recherche des styles un peu différents. C'est pour ça qu'il y a autant d'Italiens, autant d'Espagnols aussi. C'était presque une anomalie qu'il n'y ait pas de Français pendant longtemps. Je pense que c'est essentiellement dû au niveau d'anglais des Français qui est assez lamentable par rapport aux autres pays. Maintenant, avec Internet, il n'y a plus de raison de ne pas pouvoir travailler pour des grosses boîtes comme ça. Une nouvelle garde, je saurais pas dire, mais c'est vrai qu'on se connaît tous et que forcément on a des liens un peu plus étroits qu'avec des dessinateurs internationaux, parce que dû à la langue et à notre patrimoine commun. Je pense qu'en même comparé aux Italiens et aux Espagnols, j'ai quand même l'impression qu'on est plus éclectique. On a des styles quand même assez différents les uns des autres. Surtout quand on compare Stéphane Yantz à Olivier Coipel, où on a vraiment une variété d'approches, ou Elsa Chartier, Bengal qui est beaucoup plus manga. Peut-être le point commun qu'on aurait, c'est que la BD traditionnelle franco-belge nous a plus habitués à faire tout nous-mêmes. Donc on aura plus tendance à faire l'ancrage, les couleurs, des choses comme ça que d'autres, que des Américains surtout. Du coup, les techniques numériques, vous en apportez aussi plus de souplesse, ça te permet de plus facilement faire tout toi-même? Ouais, plus facilement et plus rapidement, surtout ce qui est essentiel dans les comics. En plus de ton rôle de dessinateur, tu es très investi dans la partie comics du Toulouse Game Show Spring Break. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des événements comics en France? Alors, c'est-à-dire que le Toulouse Game Show, donc il y a deux événements par an, un en novembre et un en avril. À l'origine, c'était vraiment un festival de jeux qui tournait autour du jeu, des séries télé, du cosplay, des choses comme ça. Et ils m'ont demandé d'apporter une touche comics parce que, étant toulousain, forcément, ça allait être facile pour moi de les aider. Je trouve ça important parce que déjà, en tant qu'auteur, c'est un métier qui est très solitaire, parce qu'on passe notre vie à dessiner tout seul dans notre studio.
Donc c'est l'occasion de rencontrer d'autres professionnels, c'est l'occasion de rencontrer les lecteurs dans de très bonnes conditions, parce que c'est vrai que quand on a les mains dans l'organisation, du coup, on peut se permettre de favoriser l'échange et de faire en sorte que les gens soient bien accueillis, puissent avoir vraiment des interactions intéressantes. Et puis ça permet de faire des conférences, ce qui est très intéressant, recevoir des invités qui viennent de très loin, des idoles éventuellement, ça c'est un gros point positif pour moi. Puis c'est vrai que ça se passe réellement bien, mais il y a de plus en plus de festivals en France que je trouve bien, notamment donc là où on est aujourd'hui à Lyon, le Comic Con ou la PCE, le Paris Comics Expo à Paris, qui sont des événements où on sent que les gens savent faire ce type d'événement un peu à l'américaine, et ça ouvre les portes à des gens qui sont jamais venus, hein, du coup, parce que c'est vrai qu'il y a des différences culturelles qui font que les Américains ont des difficultés à venir et à s'adapter au mode français. Et aujourd'hui, on voit les plus grands noms être intéressés par rapport à nos festivals. Et venir. Ouais. Question technique pour finir. Un dessinateur comme moi va faire ses dessins au crayon à papier, encré et gommé. Pourquoi est-ce que les pros dessinent au crayon bleu? Alors à l'origine, c'est parce qu'en fait, ça ne se reproduit pas. Si vous dessinez en bleu pâle et que vous ancrez par-dessus et que vous scannez la page, le bleu ne va pas apparaître. Ça n'est pas capté par le scanner. Donc ça évite de gommer tout simplement le crayon qui lui apparaîtrait et serait tout crado sur la page définitive. Donc c'est un gain de temps formidable. Il y a aussi l'option de pouvoir dessiner en bleu pour faire la construction, toutes les lignes de construction du dessin, et à repasser au crayon à papier normal par-dessus. Ça permet de garder les lignes essentielles. Donc c'est une technique qui vient du dessin animé à la base. C'est eux qui ont développé et qu'on applique énormément en BD. C'est plus facile de voir la ligne noire apparaître sur un dessin en bleu pâle. On a tout de suite l'idée de ce que va donner le dessin final, alors que si c'était gris clair un gris foncé sur gris clair, forcément, c'est plus dur de distinguer. Ok. Merci. Avec plaisir.